Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire qui vous est proposé par Flamco. Je suis Sophie Kellegagnant en charge des formations techniques pour Hydronic Flow Control, c'est-à-dire COMAP et Flamco. Aujourd'hui, je vous propose de vous présenter le Vacuumat Eco. Le Vacuumat Eco, c'est la centrale de dégazage de Flamco. Donc, on va parler de suppression de l'air dans l'eau des réseaux. Au niveau du sommaire, on va commencer par une introduction. En fait, je vais rebrosser le tableau très rapidement des conséquences qui sont liées à la présence de l'air dans nos réseaux de chauffage. Ensuite, on va parler du comportement dans l'air dans le réseau, donc avec la loi de Henry. Je vais vous expliquer de manière simple la loi de Henry. On va voir très rapidement les solutions techniques pour supprimer l'air dans les réseaux et ensuite on fera un zoom sur le Vacuumat Eco, donc la centrale de dégazage. Je vais décrire le produit, vous expliquer le principe de fonctionnement, faire un zoom sur un paramètre clé de fonctionnement. Ensuite, on verra les bénéfices, une petite partie sur la sélection, l'installation et puis bien entendu, c'est un produit qu'on peut coupler avec un groupe de maintien de pression. On verra pour aller un cran plus loin, parce qu'on peut toujours aller un cran plus loin, et on terminera par une petite conclusion. Ce webinaire va durer une trentaine de minutes à peu près. Vous pouvez poser des questions à l'écrit et j'y répondrai après le webinaire. Alors, pour commencer, rebrossons le tableau de l'air dans le réseau de chauffage. Je ne vais pas aller trop loin. Si vous voulez avoir pas mal d'informations sur ce sujet-là, d'où vient l'air, etc., et ce qu'il devient dans le réseau, je vous renvoie vers le webinaire sur l'air et les boues que j'ai fait courant de l'année et qui est à disposition sur YouTube, où là, il y a des explications un peu plus approfondies. Pour rebrosser le tableau, on a effectivement de l'air dans nos réseaux. Cet air vient de l'air initial qu'il y a dans le réseau avant qu'on le remplisse, on n'enlève pas tout. Ensuite, de l'eau d'appoint, l'eau de remplissage. Donc, l'eau contient de l'air dissous, oxygène et azote. À peu près, à la louche, on a à peu près 15 mg par litre d'air par litre d'eau, milligrammes d'air par litre d'eau. L'air peut rentrer dans les réseaux de par les matériaux poreux, comme les tubes, PER par exemple. Ensuite, tout ce qui va être bridge, joint, donc tout ce qui va être raccordement, c'est susceptible de laisser rentrer de l'air par capillarité. Ne pas oublier que les équipements aussi peuvent générer des entrées d'air si on a un mauvais dimensionnement de vase d'expansion et si, par exemple, on a un purgeur qui dysfonctionne. Cet air va être sous 3 formes dans le réseau et ces formes sont interchangeables, tout ça c'est équilibré, avec des poches d'air qu'on trouvera plutôt en point haut, des microbules d'air qui vont se balader avec l'eau du réseau et de l'air dissous. Nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'air dissous. À savoir que la concentration en air dissous peut monter jusqu'à 50 mg d'air par litre d'eau. Je vous ai évoqué tout de suite 15 mg d'air par litre d'eau de manière naturelle dans l'eau de remplissage. Ça veut dire qu'on va concentrer l'air dans le réseau. C'est ce qui va poser beaucoup de problèmes. Pour information, l'air va poser un certain nombre de problèmes. On sait que c'est un isolant thermique, ça provoque du bruit, c'est les glouglous dans les radiateurs. Ça permet de former des boues. La première des conséquences qui nous gêne, c'est les boues. Les boues, ça vient de la corrosion, ça vient des micro-organismes qui se nourrissent d'oxygène, qui consomment de l'oxygène. Ça érode, en fait, les bulles d'air dans les réseaux, ça va éroder les canalisations. On risque de faire caviter les pompes, les vannes, les pompes, à cause des bulles qui se forment, qui se solubilisent. Ça corrode, l'oxygène dissous, ça corrode. Derrière, si on a des bulles d'air, on a des instabilités au niveau des vannes de régulation et forcément, les réglages ils sont beaucoup moins précis. Imaginez régler une pression et un débit avec des vannes d'équilibrage. Si vous avez des bulles d'air qui se promènent partout, les réglages forcément vont pas être très stables. Tout ça, ça a d'autres conséquences. Les conséquences, c'est qu'il faut intervenir sur le réseau. Donc, ça veut dire qu'il va falloir purger l'air. Les équipements vont vieillir prématurément. On consomme de l'énergie pour rien. Et puis derrière, donc, ça veut dire de la maintenance pour essayer d'arranger tout ça. Donc, pour éviter un petit peu toutes ces problématiques, on va supprimer l'air.
Et nous, on va s'intéresser ici essentiellement à l'air dissous, à savoir que les microbules d'air se dissolvent, l'air dissous reforme des bulles et on va voir comment tout ça, ça se comporte. Ça permet un peu de comprendre ce qu'il se passe dans ce réseau. Alors, pour comprendre, on a besoin de ce qu'on appelle la loi de Henry. Je vais essayer de vous l'expliquer de manière assez simple. Henry, en fait, c'est un physicien, un chimiste britannique fin 18e, début 19e. Et en fait, il a énoncé une loi sur la dissolution des gaz de manière générale dans les liquides, là aussi de manière générale. Cette loi, elle dit quoi? Elle dit que si on diminue la température, on va plus solubiliser un gaz dans l'eau. Donc, on solubilise mieux à froid qu'à chaud. Et au niveau de la pression, si on augmente la pression, on va aussi mieux solubiliser un gaz dans l'eau. Inversement, si la température augmente, donc si on chauffe, il y aura moins de dissolution. Et si la pression diminue, il y aura aussi moins de dissolution. Alors ça peut être soit l'un, soit l'autre, soit les deux. Au niveau du réseau, qu'est-ce que ça donne? Dans un réseau, nous, on s'intéresse à l'air, oxygène et azote. On va parler d'air pour simplifier les choses. Et on a de l'eau. Donc, on ne s'intéresse qu'à l'air et à l'eau. Dans notre réseau, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là où on a une pression qui est plutôt haute et ou une température qui est plutôt basse, le retour, par exemple, on va avoir moins de bulles parce qu'on aura plus d'air dissous. Inversement, si on est sur une zone où la pression est basse et la température est élevée, et où, c'est pareil, eh bien, on va solubiliser moins l'air, donc on va former plus de bulles. Donc, imaginez un peu dans le réseau ce qui se passe. Ça veut dire que dans notre réseau, au fur et à mesure que l'eau circule, on a la pression qui évolue, qui augmente, qui diminue, etc. Et on a la température qui évolue. Donc, par conséquent, on est toujours en train de former des bulles et de dissoudre de l'air. Ça génère des ondes de choc, c'est pas très bon. Pour vous expliquer un petit peu, pour essayer de schématiser, mais vraiment très simplement ce qui se passe dans notre réseau, imaginons ici un réseau très simple. Derrière la chaudière, je suis à une haute température, c'est le point chaud. Si la température est élevée, l'air se dissout moins bien. Donc, on va reformer des bulles. À chaud, on aura plus de bulles. C'est pour ça qu'on met le séparateur d'air sur le départ chaudière, puisqu'on a beaucoup plus de bulles, la température est plus haute. Ensuite, si je remonte en altitude dans mon réseau, ma pression diminue, j'ai moins de pression statique. Si ma pression diminue, je dissous encore moins de gaz. Donc, je génère à nouveau des bulles. Donc, j'arrive à un niveau où je peux avoir plein de bulles dans mon réseau qui circulent avec le flux. Et comme on l'a dit, ça érode, entre autres. Dans le radiateur, je libère de la chaleur, donc la température baisse. Si la température baisse, je peux dissoudre plus d'air, donc j'ai moins de bulles. Si je redescends dans le réseau, ma pression augmente du fait de la pression statique et je vais donc redissoudre de l'air, donc j'ai encore moins de bulles. Au niveau de l'aspiration de la pompe, je chute en pression, donc forcément j'ai plus de bulles, je génère à nouveau des bulles et au refoulement de la pompe, c'est l'inverse, je redissous de l'air. Onde de choc, cavitation, donc c'est pas bon du tout. Et là, j'ai moins de bulles. Et ainsi de suite. Donc, vous voyez, c'est très schématique, mais c'est pour mettre en évidence le fait que dans notre réseau de chauffage, c'est un sacré bazar du point de vue des bulles d'air et de l'air dissous. Et c'est ce qui permet en partie d'expliquer tous les problèmes qu'on va avoir du point de vue érosion, vieillissement des équipements, etc. Donc, on va enlever l'air. Et la plus grosse partie de l'air qu'on a enlevé, c'est l'air dissous. Les solutions, on les connaît déjà, on en a déjà parlé. Si on veut enlever des poches d'air, il nous faut des purgeurs, à savoir que les purgeurs d'air ne fonctionnent quasiment que quand le réseau est à l'arrêt. Il faut une poche en point haut, il faut que la poche puisse se créer. Donc, en fonctionnement, on a besoin de séparateurs d'air. Bien entendu, on a aussi besoin d'un séparateur de boue. Le séparateur d'air va permettre de récupérer toutes ces microbules qui se forment, se solubilisent, etc. pour les évacuer en continu. Et le plus gros, c'est l'air dissous. Et là, il nous faut une centrale de dégazage qui va permettre d'évacuer l'air dissous. Et ici, c'est le Vacuum-Ateco que je vais vous présenter. Alors, si on décrit le produit, on a dit le Vacuum-Ateco, centrale de dégazage, son objectif, c'est d'évacuer les gaz dissous.
C'est un produit qui fonctionne en continu, on le branche sur le réseau et on l'oublie. Il va permettre de traiter l'eau du réseau en continu et l'eau d'appoint. Ça, c'est intéressant. Au niveau du produit, en fait, vous pouvez voir devant le boîtier de commande avec son écran. La bouteille du Vacuumat est juste derrière, on le verra schématiquement juste après. Vous voyez derrière une pompe à vitesse variable et vous allez comprendre que la pompe à vitesse variable est très importante dans le fonctionnement de cet appareil. En bas, sur la droite, on a le retour réseau. On a un certain nombre de capteurs de pression et de température également. Et pour la sortie de la poche d'air qu'on va créer, on a un purgeur d'air, donc avec des capteurs. Tout ça, c'est monté sur un châssis avec des pieds anti-vibratoires pour que tout fonctionne correctement et qu'on n'ait pas en plus des vibrations et des balourds qui peuvent faire vieillir le matériel. Le principe de fonctionnement, là encore, on va parler de la loi de Henry. C'est une application directe de la loi de Henry. Qu'est-ce qu'on va faire dans la bouteille du Vacuumat? En fait, on va générer une diminution de pression, une chute de pression. On a dit si la pression est plus basse, qu'est-ce qui va se passer? On va baisser la solubilité de l'air dans l'eau, donc on va reformer des bulles. Le rôle du Vacuumat, c'est ça, c'est de reformer des bulles par chute de la pression. On ne joue pas du tout sur la température, on joue uniquement sur la pression, chute de pression dans l'appareil. Bien entendu, plus la baisse de pression sera importante, plus il y aura de bulles. Donc, autant que possible, si besoin, on va descendre sous vide. Ensuite, alors le principe de fonctionnement. Là, vous avez le schéma du Vacuumat Eco branché sur le réseau. Donc, sur la droite, j'ai le réseau qui a une pression de 2 bars. L'entrée du Vacuumat commence par un limiteur de débit. Ensuite, on a une vanne 3 voies qui va permettre d'alimenter la bouteille du Vacuumat. La position de la vanne 3 voies ici est dans le sens de traitement de l'eau du réseau. Je peux basculer dans le sens du traitement de l'eau d'appoint si on demande au produit, si en fait on fait l'appoint par le Vacuumat. Ensuite, on passe dans la bouteille du Vacuumat. Lorsque le système est en fonctionnement, on va voir que ça génère un vortex ici. Donc, l'objectif du vortex, c'est d'aider à former les bulles. En haut, on a donc un purgeur d'air avec des capteurs pour voir notamment qu'on est en train de sortir de l'air. La pression dans la bouteille, vous pouvez voir ici qu'on est à moins 0,6 bar à peu près. On va expliquer ça. Et on a une pompe, donc la pompe à vitesse variable, qui permet de renvoyer l'eau dans le réseau. Donc, vous voyez que déjà, le système s'installe en bipasse sur le retour réseau. Comment ça fonctionne? L'appareil va démarrer son cycle en lançant la pompe à grande vitesse. En lançant la pompe à grande vitesse, on va donc renvoyer de l'eau dans le réseau et en même temps, on va admettre de l'eau dans le Vacuumat. Comme il y a un limiteur de débit, on va admettre moins d'eau dans le Vacuumat que ce qu'on va sortir. Par conséquent, ça va générer une chute de pression dans la bouteille. Et on va passer de 2 bars au niveau du réseau, ici sur le schéma, à moins 0,6 bars dans la bouteille. Donc, on génère une chute de pression de 2,6 bars. Cette chute de pression fait qu'on va reformer des bulles. Le système de grille qu'il y a au-dessus de la bouteille fait qu'on forme en même temps un vortex. Le vortex est un élément physique qui va permettre de faire sortir l'intégralité des bulles qu'on est en train de former. Ça aide en fait à sortir les bulles. Au bout de quelques secondes, la pompe va ralentir. En ralentissant, ici, on va former, le vortex va s'arrêter et on va former une poche d'air qui va être évacuée ici au niveau de la sortie du purgeur. Et le capteur va détecter cette sortie d'air. Voilà le principe de fonctionnement. Donc, un cycle avec le Vacuumat, enfin un cycle. Le cycle, c'est tant qu'il y a de l'air qui sort, on va avoir la pompe qui va se mettre en route rapidement et ensuite qui va ralentir pour évacuer de l'air. Et tant qu'on évacue de l'air, ça recommence. Quand on évacue plus d'air, ça s'arrête pendant un certain temps et le système, ensuite, le Vacuumat va tester le réseau pour savoir s'il faut recommencer un cycle. Au niveau de l'écran, vous pouvez voir, donc ça c'est l'affichage qu'on peut voir sur le boîtier de commande, la SPC, quand on fait fonctionner l'appareil, ici à grande vitesse.
Vous avez la pression système, donc la pression dans le réseau qui est ici à 2,83 bars. Vous noterez aussi que c'est donc un système qui permet d'avoir accès à la pression dans le réseau. Donc, c'est aussi intéressant. Pression dans la bouteille, c'est PVAC ici, 0,25 bars. On est en pression relative. Donc là, vous remarquerez qu'on n'est pas sous vide. Et la température est de 52 degrés dans la bouteille. La pompe fonctionne à 60%. En fait, la pompe à vitesse variable va se caler en fonction de la chute de pression qu'on veut dans l'appareil. Et ça va être très important. Au niveau de l'évacuation d'air, voilà le graphe qu'on peut voir sur l'écran du Vacuum-Ateco. Donc, en fait, chaque barre permet de visualiser la sortie de l'air. Donc, ce n'est pas spécialement quantifié, mais ça permet d'avoir l'information si on sort de l'air ou pas. Et en fait, comme je vous disais, le système, le Vacuumat va régulièrement tester le réseau. Si en testant le réseau, ça veut dire tester le réseau, ça veut dire lancer une opération de dégazage. Et là, il va voir s'il sort de l'air ou pas. Si on sort de l'air, eh ben, il va lancer un cycle. S'il ne sort pas d'air, eh ben, il va continuer, il va s'arrêter jusqu'à un test futur. Donc, si on a détection d'air, on va lancer un cycle de dégazage. Ensuite, l'appareil est en veille jusqu'au prochain cycle. Alors, le paramètre clé de fonctionnement de ce système, on a dit la pompe se met en route pour générer une chute de pression. Le problème de la chute de pression, c'est qu'il y a une limite à ne pas franchir. Et cette limite, c'est quoi? C'est le point d'ébullition de l'eau. Si vous regardez le graphe que j'ai ici sur la droite, on est en pression relative, donc sur la gauche. Donc, la pression atmosphérique, ça veut dire 0 bar. Et vous remarquez qu'à 0 bar, on a donc une température d'ébullition de 100 degrés. Bon, jusque-là, pas de souci. Mais si on descend et qu'on se met sous vide, eh bien, vous remarquez que la température à l'ébullition, elle diminue. Typiquement, si je suis à moins 0,8 bar de pression sous vide, eh bien, je vais pouvoir faire bouillir de l'eau à 60 degrés. Donc, il faut faire très attention parce que selon la température de réseau qu'on a, tout à l'heure, on avait 52 degrés, eh bien, si on descend trop bas en vide, on risque de faire bouillir l'eau. Si on fait bouillir l'eau, ça veut dire que d'une part, on dégage de la vapeur. On risque de faire caviter la pompe fortement et la cavitation, c'est complètement destructeur pour une pompe. Donc, c'est sûr qu'on va caviter. Le système va finir par s'arrêter puisqu'en fait, l'appareil n'est pas prévu pour sortir. Tant qu'il va sortir de la vapeur, lui, il détecte qu'il y a une sortie de gaz. Donc, par conséquent, il continue. Au bout d'un moment, tout tombe en carafe. Ça ne fonctionne plus. Ça ne peut plus fonctionner. D'autre part, on évacue de l'eau, donc ça veut dire qu'il faudra faire des appoints. Et au niveau consommation énergétique, c'est complètement aberrant puisque fabriquer de la vapeur, c'est très, très énergivore. Donc, on ne veut surtout pas arriver au point d'ébullition, autrement, on va tout mettre par terre. Donc, c'est pour ça qu'il y a une pompe à vitesse variable, parce qu'en fait, la pompe à vitesse variable, avec les capteurs de température et de pression, elle peut se situer exactement en termes de vitesse au-dessus du point d'ébullition pour justement éviter de produire de la vapeur. Typiquement, vous voyez, on avait l'écran de tout à l'heure. On était à une température de 52 degrés. À 52 degrés, d'après mon graphe, si on extrapole un peu la courbe, ça veut dire qu'on va bouillir quand on atteindra une dépression de moins 0,7 bar. Là, on était à 0,25 bar. Ça veut dire qu'on a encore une grosse marge de manœuvre. Mais si on avait une pompe à vitesse fixe et qu'on la lance à fond, rien ne nous dit qu'on ne va pas arriver à cette dépression de moins 0,7 bar. Donc, en fait, le Vacuumat, c'est un produit qui est complètement abouti parce que justement, il va maîtriser sa dépression pour évacuer le plus de gaz possible, parce que ce n'est pas forcément nécessaire de descendre super bas en chute de pression, en pression, mais surtout, il ne va jamais atteindre le point d'ébullition de l'eau. Si on atteint le point d'ébullition, on casse tout, c'est clair. OK? Donc, du coup, on gère la dépression. Vous remarquerez, alors je vous ai mis la petite photo en haut à droite pour bien voir qu'on est en pression relative. Donc, ça veut dire qu'on peut avoir des pressions négatives. On peut être sous vide. Sur l'écran que vous voyez ici, on a une autre pression dans la bouteille qui reste une pression positive. Donc, en fait, le système va adapter la chute de pression pour relarguer de l'air. Donc, en fait, la gestion de la dépression va se faire en fonction de la température du réseau qui est maîtrisée. Donc, on a une delta P qui est maîtrisée grâce à la pompe.
Et en fait, on ne cherche pas à avoir zéro en termes de quantité d'air résiduel. Si on arrive à zéro, c'est qu'on fait bouillir. Il y a pas le choix. Donc, on ne veut pas arriver à zéro, on veut arriver à une quantité d'air dissous qui ne va pas être dangereuse pour le réseau. Et typiquement, on a 3 réglages, 8, 12 et 15 millilitres d'air par litre. Et en général, on se positionne sur 12. Sur 12, on sait qu'il n'y a pas de problème, il n'y aura pas de corrosion, il n'y aura pas de problématique, ça va fonctionner correctement. L'objectif, c'est ça. Sachant qu'au départ, on peut monter jusqu'à 50, comme je vous l'ai dit, donc ça fait déjà une très grosse quantité d'air qu'on a évacuée. Donc, on évite de descendre au point d'ébullition pour assurer un fonctionnement pérenne de l'équipement et de l'installation. Donc, les bénéfices du produit, du Vacuumat, qui est un produit vraiment abouti à ce niveau-là. La capacité de traitement est très importante, 1 mètre cube par heure. Donc, imaginez la quantité d'eau que vous avez dans votre réseau et donc derrière le temps de traitement que ça va demander. Donc, c'est du continu, le système fonctionne en continu. On va gérer la chute de pression en fonction de la température, on l'a dit, donc on n'arrive pas au point d'ébullition, donc on garantit le fonctionnement de l'appareil dans le temps. On va donc réduire drastiquement les problèmes de boue. S'il n'y a pas d'oxygène, il n'y a pas de corrosion. L'azote ne va pas provoquer d'érosion, etc., etc. Donc, on réduit les problèmes de boue, on réduit les problèmes de corrosion. Et aussi, grâce à ce système, on va réduire fortement les problèmes de purge. Enfin, on va réduire les interventions pour purge. En fait, imaginez, on va produire de l'eau qui contient 12, alors c'est peut-être pas des milligrammes, c'était des millilitres. Je me suis peut-être trompée, j'ai dû me tromper dans l'unité sur la slide précédente. On arrive à 12 milligrammes par litre d'air, sachant qu'on a dit qu'on pouvait monter à 50. Donc, ça veut dire que quand on a de l'eau qui circule dans le réseau et qui est à 12 milligrammes par litre, elle est en capacité de redissoudre de l'air qui est présente dans le réseau. Donc, ça veut dire que de part et d'autre, on va redissoudre des poches d'air juste en recirculant. Donc, en fait, quelque part, on nettoie le réseau et on peut être amené à faire recirculer de l'eau là où ça ne circulait plus. Donc, c'est l'un des avantages. Alors, ce n'est pas le but recherché. Le but, c'est vraiment les boues et la corrosion. Mais c'est un phénomène qu'on a déjà constaté qui fait qu'on réduit les interventions pour purge parce qu'on redissout de l'air. Au niveau de la sélection et de l'installation, en fait, la sélection, elle est facile. C'est en fonction de la pression de service. Donc, ici, il y a 3 possibilités. De 0,6 à 2,7 bars, de 0,8 à 5,4 bars et de 0,8 à 8,7 bars. Typiquement, c'est le deuxième qui est le plus utilisé. On est un peu plus large en termes de pression. Il ne faut pas se mettre à la limite. Si on a une pression de 3 bars, autant prendre le 0,8 à 5,4 bars, ça laisse quand même une marge de manœuvre. L'installation, elle se fait en bypass, d'accord? Plutôt sur le retour. Alors, à la limite, c'est un produit qu'on peut mettre n'importe où, puisqu'on traite, qu'on peut mettre n'importe où, puisqu'en fait, on va traiter, on va générer une chute de pression à l'intérieur de l'appareil, mais globalement, on évite les hautes températures, donc on va se mettre plutôt là où la température est plus basse, pour la pérennité de l'équipement d'une part, mais aussi parce que si l'eau est plus froide, on pourra descendre plus bas en pression. Alors, c'est un traitement plutôt en continu de l'eau du réseau. Il n'y a pas d'emplacement à privilégier. Où qu'on mette le produit, il va traiter l'intégralité de l'eau du réseau. Donc, ce n'est pas la peine de se mettre là où on a des problèmes. On va traiter de toute façon l'intégralité de la capacité du réseau. Alors, c'est un produit qui est plutôt dédié pour les réseaux qui sont moyens à grands. Plus votre réseau est étendu, plus il va apporter quelque chose. Et on l'installe en fixe ou en nomade. Alors, en nomade, je vous le mentionne parce qu'on l'a déjà vu sur des réseaux qui sont plutôt moyens, installés pendant 24-48 heures sur un réseau et ensuite on le déplace. Mais c'est plutôt a priori pensé pour être installé en fixe sur une installation. C'est un produit qu'on va combiner avec un groupe de maintien de pression. Donc, au niveau de l'offre Flamco, il y a 2 groupes de maintien de pression. Le Flamcomat MKU, qui est un groupe de maintien de pression à compresseur, et le Flamcomat G4, qui est un groupe de maintien de pression à pompe. Le but, alors, par exemple, avec le MKU, on va donc traiter l'eau du réseau et l'eau d'appoint.
Donc, on va traiter l'eau d'appoint avant de rentrer dans le réseau. Donc, ça, c'est plutôt intéressant. Et comme sur le vacuumat, il y a une pompe, ça va notamment éviter d'avoir une éventuelle problématique de pression d'eau de ville, qui peut être le cas si jamais on n'a pas de vacuumat, on n'a pas de pompe. On a besoin d'avoir une pression d'eau de ville suffisante pour alimenter le réseau dans le cadre du GMP à compresseur. Lorsqu'on a un Flammcomat G4, en fait, à l'intérieur, il y a une fonction dégazage. Il n'y a pas d'objectif de dégazage spécifiquement avec le GMP à pompe, mais sa configuration fait que on dégaze. Donc, en fait, on va désactiver la fonction dégazage du Flammcomat parce qu'elle est quand même nettement moins efficace que ce que peut faire la centrale de dégazage. Pour laisser la centrale de dégazage fonctionner correctement. Et en fait, la point d'eau, cette fois-ci, elle se fera via le Flammcomat, puisque c'est l'appareil qui va demander en fait un appoint d'eau. Mais comme il est isolé du réseau par une électrovanne et une pompe, il vaut mieux faire l'appoint par le vase d'expansion lui-même plutôt que par le vacuumat. Ce n'est pas un problème dans la mesure où de toute façon, le vacuumat, il traite l'eau en intégralité. Pour aller un cran plus loin, parce qu'on peut toujours aller un cran plus loin sur la qualité de l'eau dans notre réseau, je vous ai mentionné l'air et ses conséquences, à savoir qu'on a dit qu'il y avait des matériaux qui pouvaient être poreux, donc sans la conception, on peut s'en affranchir. Il y a des brides, il y a des joints, ça veut dire que quoi qu'il arrive, on va rentrer de l'air dans notre système. Et surtout, on va rentrer de l'oxygène. Donc, si on veut aller plus loin dans la qualité du réseau, ça veut dire qu'il va falloir capter cet oxygène avant qu'il vienne corroder les parties métalliques du réseau. Et c'est là qu'on a besoin de produits de conditionnement d'eau, comme le produit Sentinelle, par exemple. Donc, on peut aller, je vous dis, un cran plus loin sur la qualité d'eau du réseau. Il faut aussi y penser. En conclusion, si on veut une installation en bon état de fonctionnement et efficace, il faut traiter l'air, évacuer l'air et bien entendu, il faut traiter les boues. On a vu que l'air s'évacuait de 3 manières, avec le purgeur pour les poches d'air, le séparateur d'air pour les microbules et la centrale de dégazage pour l'air dissous. Le vacuumat Eco, c'est la centrale de dégazage de Flammco qui va permettre d'évacuer la plus grande partie de l'air qui est présente dans le réseau et de réduire drastiquement les boues et la corrosion. Comme on sous-sature l'eau, on peut s'attendre à réduire aussi les purges par redissolution des poches d'air. Et comme on l'a évoqué, c'est un produit qui est abouti dans le sens où il y a une vraie gestion de la chute de pression en fonction de la température pour éviter le point d'ébullition. Ce webinaire est terminé. Je vous remercie d'y avoir participé. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, sur CoExpert également. Et n'oubliez pas qu'on peut vous proposer donc, des solutions techniques entre le générateur et l'émetteur avec les produits Comab, Flammco, Sentinelle, qu'on a un certain nombre de commerciaux à votre disposition. Moi, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année et je vous retrouve fin janvier pour un nouveau webinaire. Merci beaucoup et bonne journée. À bientôt.